Bienvenue à toutes et à tous. Les titres du jour. Très tôt ce jeudi, un incendie s'est produit dans un grand immeuble non loin du marché Niger abritant le siège d'une banque et d'une compagnie d'assurance de la place. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Et puis, les victimes du déguerpissement du site directionnel de Koulouma étaient ce jeudi devant la presse. Les échos, c'est dans ce journal. Pour finir, en Algérie, des chercheurs, des opposants, des activistes et autres estiment que le départ du président Abdelaziz Bouteflika ne suffira pas pour sortir le pays de la crise politique. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Une conférence de presse a été animée ce jeudi par l'opposition républicaine au quartier général de l'UFDG. Objectif, faire la restitution de sa retraite du week-end dernier à Kondéa, c'est dans Kindia. Cette retraite a permis à l'opposition de mettre en place une charte qui va régir désormais son fonctionnement. Explication Alpha Bakar Sank Diallo. À l'occasion de sa retraite à Kondéa, l'opposition républicaine a décidé de réorganiser son obédience politique. Désormais, pour appartenir à cette plateforme politique, il faut remplir certaines conditions. Au cours des débats, nous avons donc défini les modalités d'adhésion, les modalités de départ, les droits et les devoirs des membres de l'opposition républicaine. Nous avons également défini comment les décisions se prennent. Nous avons décidé de privilégier le consensus et en cas d'absence de consensus, que la décision soit prise à la majorité des 2/3. Au cas où un parti politique ne serait pas d'accord avec une décision prise par consensus ou à la majorité des 2/3, le parti s'abstiendrait de critiquer la décision. À cette même occasion, plusieurs commissions ont été mises en place et adoptées par les partis fédérateurs. Nous avons décidé également de créer 4 commissions. Une commission d'orientation stratégique, une commission de communication, une commission des affaires sociales et de la discipline et une commission d'organisation. Donc ces commissions ont été créées et la charte a été donc adoptée par les 14 partis présents à Kondéa. L'opposition républicaine garde ses portes ouvertes pour tout parti politique désirant y adhérer. Nous souhaitons rassembler le plus large possible tous qui partagent avec l'opposition républicaine la volonté de mener le combat contre la mauvaise gouvernance et de provoquer une alternance démocratique. Tous réunis autour du chef de file de l'opposition, les membres comptent conjuguer leurs efforts avec toutes les forces vives de la nation pour barrer la route au 3e mandat. L'association des victimes de Caporal et de Kipé 2 ont tenu ce jeudi un point de presse, une rencontre au cours de laquelle plusieurs points sur leurs conditions ont été abordés. Aliou Diallo pour le compte-rendu. Les mots d'indignation, de regret et d'inquiétude sont revenus avec insistance dans cette conférence. Ces victimes ont expliqué comment les opérations de déguerpissement se sont déroulées. Aujourd'hui, on se considère comme étranger dans notre pays parce qu'on est déguerpi, on vit à la belle étoile. Ça, c'est à la portée de tous ceux qui sont là pour qu'ils connaissent que nous sommes des réfugiés dans notre propre pays, réfugiés causés par notre propre gouvernement qui devait nous protéger. C'est celui-ci qui nous met dehors en disant qu'ils n'ont aucun état d'âme par rapport à la casse de Caporal. Elles sont plusieurs familles qui sont sans abri. La collecte et le recensement des personnes déplacées se poursuit. Nous avons nombre de concessions 1077 concessions impactées. 14 674 personnes mises dehors qui dorment à la belle étoile. Nous avons 88 personnes qui ont des besoins nécessaires et réels de nourriture. Nous avons 1410 élèves qui ont abandonné l'école, qui sont dispersés pêle-mêle, dont 63 candidats au bac, 73 candidats au BEPC, 71 candidats à l'examen d'entrée en 7e.
Aujourd'hui, le seul espoir de ce collectif de victimes, c'est l'aide des personnes de bonne volonté. Moi, j'ai passé 5 nuits dehors parce qu'en réalité, je n'ai pas où aller. Je n'ai pas une autre maison. Si ce n'est pas l'aide des bonnes personnes qui nous ont mis dans une chambrette pour que nous puissions vivre, aujourd'hui, je serais peut-être malade. Et je vous dis que si vous sillonnez, vous trouverez des personnes qui sont jusqu'à présent, la nuit, ils allument des bois pour pouvoir vivre, pour pouvoir passer la nuit, parce qu'ils n'ont pas où aller. Une journée de solidarité est prévue le lundi 1er avril prochain pour les victimes. Une manière pour les initiateurs d'attirer l'attention des décideurs. Un changement s'est produit au sein de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante AGEPI. Ce jeudi, il s'agit du président même de la dite association. Désormais, Alpha Abdoulaye Diallo, directeur de publication du journal Le Populaire, est le nouveau président installé officiellement à ce jour par un huissier de justice, Aminata Keïta Alassane Souma. Selon le Congrès, il est le président de l'AGEPI. Donc, en vertu de la statut, je peux déclarer qu'il est effectivement installé dans ses nouvelles fonctions de président de l'AGEPI. Alpha Abdoulaye Diallo du journal Le Populaire, élu par ses pairs de l'Association des éditeurs de la presse indépendante lors du congrès organisé le 20 mars dernier, a été installé dans ses fonctions ce jeudi au siège de l'AGEPI par un huissier de justice. Une occasion pour le nouveau président de décliner ses objectifs. Notre mission, c'est de rassembler. Rassembler sans venir avec les coups de poing. Rassembler pour tourner toute cette page de procès qu'on colle aux membres de l'AGEPI. Donc, ramener aussi M. Iboun Konté à de meilleurs sentiments, parce que, comme vous le savez, il n'a pas fait que du tort à l'AGEPI. Il a aussi fait du bien à l'AGEPI. Nous avons besoin de lui. Nous n'avons de poubelle pour aucun membre de l'AGEPI. À partir d'aujourd'hui, toutes les portes et fenêtres de l'AGEPI demeurent ouvertes à tous les membres, à tous les éditeurs guinéens. Autre sujet épluché au cours de la rencontre, l'arrestation du directeur de publication du site d'information conakrelev.info. Lansana Camara est mis sous mandat de dépôt à la maison centrale depuis mardi dernier. À notre avis, M. Lansana Camara, qui est vraiment un homme très intègre, très responsable, a très certainement glissé sur une peau de banane. Et nous demandons vraiment la clémence. Nous demandons l'indulgence de toutes les autorités judiciaires et toutes les autorités de la presse afin vraiment de libérer M. Lansana Camara, parce que la Guinée est réputée pays où aucun journaliste n'est en prison. Avec cette cérémonie d'installation du nouveau président de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, l'équivoque semble levé sur le bicéphalisme qui régnait à la tête de cette organisation de presse. Un incendie s'est produit tôt ce jeudi dans un grand immeuble non loin du marché Niger, dans la commune de Kaloum. L'immeuble abrite le siège d'une banque et une compagnie d'assurance de la place. Il y a eu plus de peur que de mal. L'incendie s'est déclaré à l'aube dans le sous-sol. Aussitôt, les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux, ce qui a permis de canaliser le feu. Il était 5 h du matin au moment où le feu s'est déclaré au sous-sol de cet immeuble qui abrite une banque. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux afin de limiter les dégâts. Le feu là est sorti vers 5 h du matin, vous voyez, mais seulement on a vu seulement le fumée comme ça, on ne sait pas où c'est quitté, vous voyez. Donc c'est là-bas où maintenant nous aussi on a appelé sapeurs-pompiers. Maintenant, avec de nos chefs et les autres assistants aussi, on a appelé ceci-là. Et la gendarmerie aussi sont venus. Maintenant, on a entouré le coin jusqu'à les pompiers sont venus. Maintenant, ils ont commencé à neutraliser le feu maintenant, quoi. Le contrôleur général de la police venu constater les dégâts a déploré l'installation d'un transformateur à proximité d'une institution bancaire. Beaucoup de choses importantes qui ont été endommagées parce que vous-même, vous avez vu là où le feu est venu. Le transfo, est-ce que c'est l'emplacement d'un transfo avec la chaleur dont nous vivons maintenant là. Donc rien que la chaleur là peut provoquer l'incendie.
Pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Dans un communiqué de presse, la directrice générale adjointe de la banque affirme que cet incendie n'a pas débuté dans leurs locaux, mais plutôt dans le sous-sol de l'immeuble où les boutiques voisines entreposent leur stock, ce qui n'a pas d'impact sur les activités de la banque. L'association de presse sportive Pathé Diallo, en partenariat avec la Fédération guinéenne de basketball, a organisé ce mercredi une séance de formation des journalistes sportifs au Palais des Sports du stade du 28 septembre. L'objectif consiste à outiller ces hommes de médias à la technique de reportage des matchs de basketball, mais aussi connaître l'environnement de cette discipline. Abdoulaye Momo Fofana était sur place. C'est dans le cadre de renforcer les capacités techniques des journalistes sportifs à mieux connaître l'environnement du basketball, mais surtout commenter un match de basket, que l'association de la presse sportive Feu Pathé Diallo, en partenariat avec la Fédération guinéenne de basketball, a organisé une journée de formation au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Ils étaient nombreux à venir des différents médias, dont entre autres la presse écrite, les radios et les télés, à suivre cette formation. Oui, disons que l'association de la presse sportive de Guinée a pour vocation de former ces journalistes. C'est l'une de nos vocations, comme je l'ai dit tantôt. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'association porte le nom de Feu Doyen Pathé Diallo, qui est décédé le 27 mars 2008. Donc pour fêter, rendre hommage à ce dernier, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette session de formation sur le basketball ici au Palais des Sports, qui a mobilisé une soixantaine de journalistes sportifs. Donc c'est une réussite pour nous parce que nous avons travaillé avec la fédération de basket et aujourd'hui je pense que les journalistes sportifs sont mieux outillés par rapport aux règles du basketball. Cet émissaire dépêché par la fédération guinéenne de basketball revient sur les principaux points du jour, mais aussi l'importance de cette formation. Bon, les thèmes principaux qui ont été débattus, c'était l'environnement du basketball, comprendre l'environnement économique, juridique, social et sportif. Donc savoir comment est organisé le basketball en Guinée, dans le monde et aux États-Unis, vraiment comprendre l'environnement et comprendre les acteurs de ce basketball. Qui fait quoi, qui est qui. Ensuite, on a vu les règles de jeu. Comprendre comment se passe un match de basket, comment on fait pour jouer au basket, quelles sont les règles. Donc c'est tout ça qu'on a pu voir ce matin dans la première partie qui était l'environnement du basketball. Visiblement satisfait de cette formation, ce participant remercie les organisateurs mais exhorte les autres fédérations à emboîter le pas. Nous avons appris plein de choses à travers ce formateur qui est Sampil. Alors il nous a expliqué quelles sont également les sanctions, les actions sanctionnées dans le basketball. Et vers la fin, il nous a appris comment commenter un match de basketball tout en maîtrisant les jargons. Mais plus loin, il nous explique aussi qu'est-ce qu'il faut pour être une association ou une organisation, soit en entreprise par exemple. Il nous a expliqué cela. C'est quelque chose que nous avons vraiment apprécié. Alors nous sollicitons dans l'avenir que ces genres de formation se multiplient dans les autres disciplines pour nous permettre d'être imprégnés et de bien être informés sur les règles de jeu des autres disciplines. Considéré de nos jours beaucoup plus comme journaliste du football que le sport, cette formation va permettre à ces hommes de médias d'être mieux outillés lors des matchs de basketball, mais aussi connaître l'environnement de cette discipline. À retenir que dans les prochains jours, d'autres fédérations sportives emboîteront le pas de la FEGIBA. Les leaders de l'opposition mauritanienne étaient tous présents lors d'une rencontre avec les médias hier mercredi à Nouakchott. Ils ont rappelé les dispositions de la loi mauritanienne sur la composition des commissions électorales qui précise, je cite, « La CENI doit être composée de façon paritaire et consensuelle entre l'opposition et la majorité », a précisé que l'actuelle commission électorale ne représente qu'un seul candidat, le général Ghazouani de la majorité. Les dirigeants de l'opposition révélaient avoir rencontré 2 fois ces derniers jours le ministre de l'Intérieur. Ils n'adhèrent pas à une éventuelle dissolution et rejettent l'idée d'une dissolution de la CENI.
Des chercheurs, des opposants, des activistes et des jeunes Algériens estiment que le départ du président Abdelaziz Bouteflika ne suffira pas pour sortir le pays de la crise politique. La population, qui marche massivement depuis le 22 février, demande toujours le départ du régime, tout comme celui du président. Elle réclame également l'installation d'un gouvernement provisoire et d'une personnalité indépendante et impartiale qui dirigera cette période transitoire et organisera des élections libres. Plusieurs observateurs de la scène algérienne s'accordent à dire que le pouvoir se trouve aujourd'hui à la traîne. Il est dans l'impasse face à ce mouvement exemplaire inédit. Après le massacre dans un village du centre du Mali qui a fait plus de 160 civils tués, le gouvernement malien a annoncé dans la foulée la dissolution du groupe armé d'Ogondanan Ambasagou. Mercredi, le chef militaire du groupe, Youssouf Toloba, a répondu non, alors que de son côté, le président de la plus importante association culturelle d'Ogon du Mali prône le dialogue pour résoudre la crise. L'éducation au centre des préoccupations des Ivoiriens, c'est dans ce cadre que certaines associations ont distribué des cartables scolaires aux enfants dans un village paysan à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan pour leur faciliter les études. De la lumière pour faire ses devoirs est le nom de ce projet. Plus d'explications avec Kadiatou Chérif Fofana. Nous sommes à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan. Dans ce village de paysans cultivant le cacao, le café et des produits nourriciers, 400 personnes, dont 150 enfants, vivent sans électricité et avec une seule pompe à eau. Tous les matins vers 7 heures, une vingtaine d'enfants parcourent 5 km à la marche pour être en cours à 8 heures. En vue d'améliorer les conditions d'études, l'ONG Wiwozone a offert des cartables scolaires aux enfants. Ces cartables sont équipés d'une plaque solaire qui charge une batterie pendant les trajets aller-retour vers l'école. Chargée à plein, cette batterie peut alimenter une lampe LED pendant 3 heures. Il fallait trouver une solution qui va aider l'enfant à pouvoir étudier sur une durée, soit de 5 ans. C'est-à-dire une solution où une personne ou bien un parent pouvait l'acheter une seule fois et qui pourra donner au moins 5 ans de lumière à l'enfant de pouvoir étudier et continuer ses cours tranquillement. Et c'est là que l'idée est venue de mettre en place un sac solaire. Et vraiment, ça facilite la vie à ces enfants. On a vu que ces sacs ont amélioré les résultats scolaires de certains enfants. Donc cette année encore, on a tout fait pour avoir les sacs et c'est des donateurs, des gens sur Internet qu'on contacte, qui nous voient nos actions sur le terrain via Internet et qui nous offrent ces sacs-là. Ici, dans ce village, les enfants sont pauvres. Certains n'ont même pas de quoi payer les cahiers ou même les frais d'école. Ils portent leurs fournitures scolaires dans des sacs de riz ou en plastique. Les enfants sont désavantagés. Avec ces cartables, j'espère qu'ils vont tous progresser, dit le chef du village. Et on manque d'électricité et les enfants étudient souvent avec la lampe tempête, ce qui fait qu'à chaque année, les résultats sont catastrophiques. Dotée d'un cartable scolaire, Marie-France Amondi Ngebosso, 8 ans, déchiffre son manuel entre les insectes qui virevoltent à la lumière produite par son cartable scolaire, tourne les pages du livre. Je suis contente, dit-elle. Avant, c'était plus compliqué. Maintenant, avec le cartable, c'est plus facile. Ailleurs dans le monde, le trafic de stupéfiants connaît en France une inflation exponentielle. Les statistiques récemment publiées par le ministère de la Justice indiquent qu'en 2017, les parquets ont traité les affaires de plus de 167 000 auteurs d'infractions liées au trafic de drogue. Ces crimes et délits représentent aujourd'hui plus de 20% des condamnations pénales. Entre 2012 et 2017, période de l'étude, la hausse est spectaculaire. À ce jour, les infractions en lien avec la drogue représentent près d'une condamnation sur 5 pour crimes et délits.
Les députés britanniques ont voté mercredi 27 mars au soir contre les 8 options destinées à trouver une solution alternative à l'accord de retrait de l'Union européenne négocié par la première ministre Theresa May et déjà rejeté à 2 reprises par le Parlement. Parmi ces scénarios qu'ils ont eux-mêmes proposés figurait une sortie sans accord, une union douanière avec l'Union européenne ou encore une renonciation au Brexit. Dans le cas où aucun accord n'était approuvé par les députés, ce rejet en bloc n'est pas une surprise tant le Parlement britannique est divisé. En Inde, dans l'état d'Assam, chaque année, les habitants de cette localité célèbrent le Bihu. Ce festival, célébré en 3 étapes, est lié aux saisons et aux cultures agricoles. Il est fêté dans tout le pays et par sa communauté vivant à l'étranger. Salimatou Diallo, reportage. Des centaines de villageois participent à une pêche dans un lac de l'état d'Assam au nord-est de l'Inde à l'occasion de la fête des moissons. Ce festival appelé Bihu n'est pas seulement un festival d'Assam, c'est l'identité et la fierté du peuple assamais. Les habitants de cette localité de l'Inde se font un devoir de se réunir pour célébrer les 3 types de Bihu, quelles que soient leurs activités. Parmi les 3 festivals, le Rongali Bihu est celui célébré avec beaucoup plus d'enthousiasme puisqu'il marque l'arrivée du printemps qui est la saison agricole. Pendant ce festival, les personnes de toutes les religions et croyances le célèbrent en chantant et en dansant. Le Rongali Bihu marque la nouvelle année agricole à l'avènement du temps des semis et est célébré comme la fête de joie. En prélude donc à ce festival, le peuple assamais procède à une pêche traditionnelle pour marquer les esprits des ancêtres, une manière pour eux de réunir tous les fils de la localité d'Assam. Mesdames et messieurs, c'est cet élément monde qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme à notre compagnie. Bonsoir.